Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 13e épisode de cette série d'apprentissage de Python. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder un point algorithmique ou découvrir un nouveau type de stockage. Pour cet épisode, et le suivant, je vais essayer de vous montrer comment être le plus efficace possible pour mener à bien tous vos projets. C'est pourquoi nous allons voir ici comment coder propre. Première partie, indentation et blocs. Dans cette partie, nous allons voir comment aérer vos programmes afin de les rendre plus lisibles. Les indentations, tout d'abord, sont un premier pas vers la lisibilité. Vous me direz que vous n'avez pas le choix, elles sont obligatoires. Mais vous pouvez coder sans indentation. Il est possible de faire tout votre script sur une seule ligne. Je vous l'avais déjà dit lors de ma vidéo sur la faille du eval. Je vous remets le lien en description. Sans être dans l'excès, certaines actions peuvent être rapportées sur une seule ligne. Par exemple, nous avions vu que pour les fonctions à une seule commande, nous pouvions utiliser les lambda. Et bien pareil pour les if. Si votre if n'a qu'une seule commande, vous pouvez tout mettre sur la même ligne. Par exemple, if parler =2, print, bonjour. Cette ligne fonctionnera à merveille. Voici donc le genre de raccourcis par lesquels nous pouvons être tentés. Mais la tentation est un vilain péché. En effet, vous gagnez sur le moment un appui sur votre précieuse touche entrée et vous avez un programme plus court que le voisin, mais niveau lisibilité, vous perdez gros. Regardez les deux codes suivants. Celui de gauche, fait avec la méthode du if sur une ligne, et celui de droite avec la méthode disons classique. Isolé comme ça, vous me direz encore que les deux sont lisibles. Mais bon, croyez-moi, il vaut mieux, même s'il n'y a qu'une condition, faire la tabulation. Les tabulations servent aussi à identifier les différents blocs d'un programme. En effet, vos programmes ne sont pas ou très rarement uniblocs, ne serait-ce qu'avec les fonctions. Ainsi, les tabulations permettent de pouvoir avoir un aperçu rapide de la structure d'un programme. Justement, ces blocs peuvent être encore plus identifiables grâce au retour à la ligne. Aérez votre programme. Par exemple, définissez-vous des règles. Je vais vous donner ce que je pense être des règles de base appliquées par la majorité. Tout d'abord, les premières lignes de code de votre programme, collées au début, sont les importations. Faites toutes vos importations, sans vide entre elles. Puis, une fois cela fait, sautez une ou deux lignes selon votre choix et définissez toutes les variables que vous voulez définir au début. S'il y en a beaucoup, faites encore des blocs entre elles en les séparant par une ligne. Si c'est le cas, il est préférable de sauter deux lignes auparavant. Puis, sautez encore une ou deux lignes et définissez toutes vos fonctions si vous en avez, avec une ligne entre chaque. Pour les fonctions, là aussi, je peux vous recommander quelques mises en forme. Définissez votre fonction et, sur la ligne d'en dessous, tabulez bien sûr, faites votre global si vous en avez un. Puis, sautez une ligne et commencez à coder. Si là aussi il y a des blocs distincts dans votre fonction, séparez-les par une ligne, même schéma qu'au-dessus d'ailleurs. Si vous avez des variables locales à votre fonction, définissez-les après le global. Enfin, pour le return, sautez une ligne avant de l'écrire. Puis, après la définition de vos fonctions, vous pouvez écrire votre code, là aussi, comme pour le contenu des fonctions, en séparant les différents blocs. Petite astuce que j'utilise. Lorsque vous êtes dans un bloc, que ce soit au plus bas possible, c'est-à-dire aucune tabulation, ou dans un while, for, if, etc., dès que vous revenez à la base de ce bloc, c'est-à-dire à la tabulation pour un for, ou au bord si vous n'étiez pas dans un bloc, sautez une ligne. En effet, si vous revenez à la base, cela veut dire que vous venez de terminer un bloc, peu importe sa taille. Il y a aussi après les goûts de chacun. Je sais que personnellement, je n'aime pas avoir un programme trop aéré, mais pour la première tabulation au moins, j'utilise cette technique. Je vous mets un schéma que j'ai réalisé avec un lien Google Drive, j'espère qu'il vous aidera et sera assez clair. Encore une fois, ce sont ici des généralités, qu'il faut adapter selon vous, vos goûts et vos codes. Dernière chose, pour aérer vos lignes aussi. Tout comme il y a des règles de syntaxe de ponctuation en français, il y a des normes en Python. Les signes égal seront séparés du reste par un espace. Nous écrivons if i espace double égal espace 1 2 points et non if i double égal 1 2 points. De même pour tous les tests de conditions et pour les attributions de variables. Les deux points sont collés à la fin pour les if, for, while, etc. Je sais qu'il n'est pas facile de changer ses habitudes, moi-même je me laisse aller assez souvent. Mais dites-vous que votre code, idéalement, doit être facilement compréhensible et lisible par n'importe qui ne l'ayant jamais vu, mais ayant des notions en programmation bien sûr. Un bon moyen de savoir si nous avons bien codé, c'est de regarder ces codes dans quelques mois plus tard et d'essayer de les comprendre. Je vous avoue que pour la plupart de mes codes, il m'a fallu un certain temps.
Mais si vous envisagez la programmation pour votre avenir, il sera primordial de faire des codes propres, car vous serez rarement le seul sur le même projet, et vos collègues devront être en mesure de comprendre les modifications que vous avez apportées. Deuxième partie, commentaires et doctest. Justement, pour faciliter la relecture de vos programmes, ou pour indiquer des modifications apportées ou à apporter, vous pouvez utiliser les commentaires. Les commentaires s'écrivent dans votre code, mais ne seront pas interprétés par Python. Ils peuvent aussi être pratiques pour cacher temporairement quelques lignes de code. Il y a deux types de commentaires, les commentaires sur une ligne ou ceux sur plusieurs lignes. Pour mettre une ligne en commentaire, utilisez le symbole hashtag. Tout ce qui se trouvera à sa droite sera donc mis en commentaire. Vous pouvez ainsi faire une petite remarque sur une ligne ou même séparer vos blocs avec des lignes d'hashtag. Si cette fois-ci vous voulez mettre plusieurs lignes en commentaire, utilisez 3 guillemets pour ouvrir la zone de commentaire et refermez-la avec ces 3 mêmes guillemets. Ceux-ci sont plus pratiques pour décrire une fonction que nous venons de créer ou une remarque un peu plus longue. Ils sont notamment utilisés pour le doctest. Mais qu'est-ce que le doctest ? Le doctest est utilisé avec les fonctions et permet de tester si votre fonction marche selon vos attentes. Je vous ai dit qu'une fonction s'organise avec le global en premier, mais il est mieux de commencer par expliquer ce que fait cette fonction en utilisant les 3 guillemets. Cela est très utile. Je vais en profiter donc pour vous apprendre une fonction afin de savoir le fonctionnement d'une fonction. C'est help. Tapez dans le shell Python, du Python, ou dans Python, help d'une fonction, par exemple help de int. Et vous verrez s'afficher tout un texte expliquant précisément comment marche la fonction, les paramètres qu'elle prend, ce qu'elle renvoie, etc., etc. Et bien cette fonction renvoie en fait ce que vous avez écrit au début de la fonction, entre les 3 guillemets. Créons une fonction sur du Python, def test de param 2 points, puis écrivons son utilité. Nous ouvrons les 3 guillemets, puis nous écrivons prend en paramètre un nombre et renvoie son double, et nous fermons les 3 guillemets. Puis écrivons return param x 2. Exécutez le code. Et maintenant, dans le shell, tapez help de test. Vous devriez voir s'afficher ce que nous venons d'écrire. Et donc, dans cette description de la fonction, vous pouvez écrire une succession d'exemples avec la syntaxe suivante. 3 chevrons, espace, test, parenthèse 2, parenthèse, à la ligne 4. Test pour le nom de votre fonction, en parenthèse, le paramètre que vous allez mettre, et vous indiquez à la ligne le résultat que vous devriez obtenir. Ces exemples vont donc aussi s'écrire lors de l'appellation avec help, mais ils ont un autre intérêt, utiliser le doctest. Que va faire le doctest ? Il va regarder les exemples que vous avez mis dans la description, tester la fonction et voir si les résultats correspondent. Ainsi, il teste si votre fonction correspond à vos attentes. Cela est certes utile, mais il est vrai que personnellement, je ne m'en sers jamais. Je vous le présente quand même pour les intéressés. Une fois le code écrit, à la fin de votre programme, écrivez les lignes suivantes. If underscore underscore name underscore underscore double égal guillemets underscore underscore main underscore underscore fermez les guillemets 2 points à la ligne import doctest encore à la ligne doctest.testMode. TestMode prend en paramètre par défaut verbose. Il est par défaut à false, cela veut dire que doctest n'écrira que s'il trouve une erreur dans vos tests. Si vous le mettez à true, il écrira alors si les tests se sont bien passés. Testons donc avec verbose égale true. Lors de l'exécution, doctest nous dit bien que le test est passé avec 0 échec. Si, maintenant, je mets volontairement une erreur dans mes tests, j'écris par exemple 3 chevrons espace test de 3 à la ligne 8, et je relance. Doctest m'informe bien que le test a échoué avec un échec. Il me précise que ma fonction a renvoyé 6 alors que j'attendais 8. Voilà donc comment marche le doctest. À vous de vous faire votre propre avis. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, je ne peux vous donner de projet associé à cela. J'en profiterai donc pour faire un autre petit épisode sur la nomination des variables qui est aussi importante pour la compréhension d'un programme. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, encore une fois n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai même après la sortie de la vidéo. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!